Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'être avec Denis Moulard aujourd'hui. Donc bonjour à tous. Comme d'habitude, je m'appelle Valentin Tontiret-Bernard. Je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul et je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là avec Denis Moulard. Pourquoi Denis Moulard est là? Parce que déjà, je l'aime bien. C'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est aussi assez simple, c'est qu'il y a un mois maintenant, la société Anomia s'est rapprochée de la société Xelia. L'inverse est aussi vrai. Et on a pour objectif de créer un one-stop shop à destination des cabinets d'avocats. Donc un one-stop shop, c'est quoi? C'est un acteur unique qui est en capacité de pouvoir délivrer à la fois un outil métier pertinent pour les cabinets d'avocats et également du conseil, du coaching et de la formation pour permettre aux avocats de mieux utiliser cet outil et toujours dans la même optique, permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Denis Moulard, bonjour. Bonjour Valentin, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais au sein de la société Xelia et du coup nous parler un petit peu de ton background, parce qu'on va parler ce soir de l'elevator pitch. Du coup, pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, je suis donc Denis Moulard, j'ai 57 ans, ça fait 16 ans que je travaille chez Xelia, je suis commercial depuis l'âge de 25 ans, j'ai gravi tous les échelons des fonctions commerciales, commercial senior, directeur d'équipe, directeur commercial, et aujourd'hui je suis consultant en méthode et optimisation commerciale en interne et également pour nos clients. Très clair. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avec les cabinets d'avocats aujourd'hui? Pourquoi tu es légitime pour parler de ce sujet? En fait, on accompagne les cabinets d'avocats depuis maintenant 2009. On a démarré ce segment d'activité parce qu'en fait, on a voulu optimiser la performance économique des cabinets d'avocats, la performance de gestion et de développement commercial. Et on le propose au travers de fonctionnalités que l'on a dans les outils que l'on propose, et notamment du logiciel de gestion, du CRM, ce que l'on appelle aussi des ERP pour Enterprise Resource Planning, et qui permettent en fait d'industrialiser quelque part l'activité des cabinets d'avocats. Ok, très clair. Donc aujourd'hui, on n'est ni là pour parler d'Anomia, ni là pour parler de Xelia ou de Diapaz. L'objectif de ce soir, c'est de pouvoir parler de l'elevator pitch pour savoir déjà c'est quoi un elevator pitch, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi finalement c'est pertinent pour un cabinet d'avocats. Est-ce que déjà, Denis, tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est un elevator pitch? Alors, elevator pitch prend sa signification en fait du mot anglais elevator qui veut dire ascenseur et pitch que l'on pourrait traduire par présentation ou récit. C'est-à-dire la petite histoire, c'est d'essayer de faire passer un message clé le temps d'un trajet en ascenseur. Donc c'est environ 30 secondes max. Ça doit être un format court de type brochure commerciale pour qu'il y ait de l'impact. C'est un outil de communication qui doit être court, qui doit être structuré, qui doit être ciblé, qui doit être simple, donc intelligible, pour que le message clé puisse passer auprès de votre interlocuteur qui n'est pas du tout préparé, en plus, à ces présentations. Idéalement, un elevator pitch doit contenir un peu de dramaturgie, et également de désirabilité pour pouvoir enclencher ou déclencher des émotions ou de la surprise et de l'étonnement ou de l'intérêt chez votre interlocuteur. Donc il y a un peu une forme de acting en fait ou de comédie où il faut pouvoir vivre et habiter le rôle de la personne que vous êtes et de ce que vous représentez et notamment votre cabinet. Ok. Et comment ça se construit? Parce que, par exemple, nous, l'elevator pitch chez Anomia, c'est bonjour, je m'appelle Valentin Tontiret-Bernard, je suis président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats, donc ma cible. Quel est notre pourquoi, donc notre mission? Permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Comment? En utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et quoi? Formation, coaching, conseil. Comment on en arrive à là finalement? Comment on arrive à structurer cet elevator pitch?
Encore une fois, comme je l'ai dit, il faut le structurer pour créer de l'étonnement et de la surprise. Okay. La première des choses qu'il faut faire dans un elevator pitch, c'est augmenter l'attention de votre interlocuteur. Donc au début, il faut le surprendre, il faut l'étonner pour qu'il puisse doubler d'attention pour votre message. Comme on a très peu de temps pour faire passer ce message, il est important que la personne qui soit avec vous à 100%, peut-être à 200%. Il doit être construit aussi pour créer du tempo et du rythme. Donc peut-être laisser traîner une phrase en longueur, marquer un silence, reprendre la parole, poser des questions, attendre une réponse. Ça peut être aussi un jeu, on va dire, à 2 joueurs, où en fait on interagit. Mais la plupart du temps, dans l'elevator pitch, la personne qui porte le récit, en fait, généralement monopolise la parole parce que la personne qui est en face n'est pas forcément prête ou préparée à vous écouter. Ok. Et toi, du coup, tu en as créé plusieurs, des elevator pitch. Tu en as créé pour quelques sociétés dans lesquelles tu as pu passer. Alors, chez Diapaz ou autre. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as créé ou pas, mais en tout cas, comment tu l'as conçu et c'était quoi un peu le message clé? En fait, oui, je l'ai conçu, je l'ai travaillé, retravaillé 1000 fois. Ouais. Et en fait, j'en ai conçu plusieurs parce que je m'adresse à chaque fois à des personnes différentes. On peut s'adresser à un client qui est un prospect dont on connaît son métier, son entreprise et éventuellement ses besoins, mais on peut effectivement aussi pitcher quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut représenter un intérêt pour vous. Donc il faut que l'elevator pitch soit suffisamment impactant et intéressant pour que la personne en premier niveau s'intéresse à vous et vous accorde plus de temps pour développer votre idée ou vous donner un rendez-vous plus tard, mais il peut être aussi impactant pour qu'il soit mémorisable et qu'il puisse être répété à une autre personne. Voilà, un pitch aussi peut être en one-to-one, mais vous pouvez aussi pitcher toute une table dans un dîner. Voilà, ça peut être en one-to-one ou one-to-n pour plusieurs personnes. Le plan en fait d'un elevator pitch est très important. Je vous proposerai de suivre un canevas de travail qui est très simple qu'on appelle AIDA. Pour A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. L'intérêt, c'est bien sûr de se présenter et de créer cette surprise. 2, c'est d'énoncer un problème que votre client connaît ou vit, ce qu'on appelle un point de douleur, et qui est effectivement un sujet pour lui, que vous puissiez lui proposer une solution et d'expliquer comment vous allez pouvoir éventuellement l'aider. Et s'il est intéressé, faire ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire de prendre rendez-vous pour lui expliquer ça plus longuement, plus en détail, lors d'une réunion à son entreprise ou à votre cabinet. La méthode AIDA, nous, on l'utilise aussi. Alors, bien sûr, pour le pitch, on utilise plutôt les méthodes de Simon Sinek avec le pourquoi, comment, le why, qui est assez similaire, mais qui découpe d'une manière différente les choses. Le AIDA, on l'utilise beaucoup en communication et en marketing, notamment pour tous nos posts, tous nos articles. Et si vous les avez déjà lus, on fonctionne quasi exclusivement comme ça, avec une phrase d'accroche pour vraiment attirer le regard et finalement marquer l'attention. Ce que je crois que tu appelles l'étonnement, toi, pour dire en fait, voilà, j'arrive quelque part, c'est moi, je suis là, il faut m'écouter. Derrière le désir, où en fait, là, on va chercher une problématique, l'intérêt, où on éveille l'intérêt de la personne. Ensuite, le désir et ensuite l'action qu'on va solliciter. Et ça fonctionne dans le pitch, ça fonctionne aussi en communication, en marketing. Absolument. Et nous, on l'utilise beaucoup pour ça. Tu disais un truc qui était ultra pertinent. Tu disais qu'en fait, tu adaptais ton elevator pitch, ton discours, en fonction de la personne face à laquelle tu te trouvais, et également lorsque tu n'étais pas en face d'une seule personne, mais en face d'une table, en face d'une assemblée. Donc ça veut dire que toi, tu as monté plusieurs elevator pitch. Alors disons que en fait, j'ai monté, testé l'impact à chaque fois de chaque elevator pitch. Et un peu comme un artiste ou un comédien sur scène, quand il fait une vanne, il voit si le public réagit. J'ai eu exactement la même approche de voir sur quels mots-clés, quelle phrase, quelle idée, quel sujet les gens réagissaient. Je peux vous dire que nous, on travaille chez Xellia dans le cloud depuis 2005. Quand je prononçais le mot cloud en 2005, personne ne réagissait. En 2010, tout le monde réagissait. Et j'avais une histoire à raconter derrière ça. Donc, effectivement, la première chose, c'est de comprendre à qui on s'adresse. Si vous n'avez aucune idée de qui est la personne en face de vous, vous allez avoir un elevator pitch qui ira peut-être
très peu d'effet, ou peut-être par chance, vous allez tomber sur quelqu'un qui sera intéressé. Donc il faut toujours se renseigner. Moi j'utilise ce verbe que j'appelle le profiler ou profiler, pour essayer de comprendre, avant de s'adresser à quelqu'un, qui est cette personne, pour qui elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise. Ça, c'est la première chose. On est beaucoup plus pertinent lorsqu'on connaît la personne qui est en face de soi. Après, on peut parler à des sachants ou à des personnes qui ne le sont pas. Donc, dans l'elevator pitch, vous pouvez intégrer une notion de pédagogie. Expliquer les choses peut-être un peu plus simplement, ne pas sortir des acronymes qu'on peut avoir dans l'informatique ou alors des termes juridiques quand on est avocat. Mettez-vous au niveau de votre interlocuteur et assurez-vous pendant que vous lui parlez qu'il comprenne ce que vous lui dites. Okay, ne cherchez pas à vous éloigner, vous écarter ou prendre de la hauteur en choisissant des thèmes très techniques, très juridiques, ça ne marchera pas. Soyez simple. Soyez bref, soyez intelligible. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une problématique qu'on a souvent. Par exemple, moi, je sais faire un copier-coller, je sais faire un contrôle F et basta sur un ordinateur. Et c'est vrai que quand on parle à des développeurs, quand on parle à des techs, on a souvent cette difficulté-là, mais en réalité, c'est la même chose pour les avocats et pour d'ailleurs tout secteur d'activité. En marketing, on peut aussi parler par acronyme tout le temps. C'est de se rendre intelligible et finalement de réussir à faire comprendre à son interlocuteur ce qu'on veut réaliser. Donc finalement, l'elevator pitch, c'est vraiment un outil commercial. Alors c'est avant tout un outil de communication, parce que l'intérêt de l'elevator pitch, c'est de se présenter et de faire comprendre à la personne ce que vous faites. Il devient un outil commercial au moment où vous commencez à parler de sujets, de points de douleur, de sujets d'inquiétude de votre interlocuteur. Là, cette personne, à ce moment-là, va commencer à tendre l'oreille. Si vous voyez qu'il y a une réaction en face, il est important d'insister ou de rendre un peu le sujet un peu dramatique. C'est là où vient le côté un peu comédien. Donc, qui sont les enjeux pour pouvoir derrière mettre en relief en fait la solution que vous allez proposer. Donc oui, c'est important de communiquer, de vendre, mais surtout de closer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus, ça c'est très important, et de vous donner le temps plus tard de vous accorder le temps qu'il faut pour pouvoir présenter en fait votre solution. On ne vend jamais quelque chose entre deux portes, ça n'est pas vrai. Il faut que vous ayez l'intérêt d'une part et le temps et la disponibilité d'écoute et la solution à un problème pour que quelqu'un vous accorde le temps nécessaire pour vendre votre outil. C'est super intéressant ce que tu dis, notamment sur le fait de closer, parce que closer, ça veut dire convertir la personne, mais générer chez elle une action. Parce que moi, j'étais souvent en galère quand j'étais dans des salons, à des cocktails ou des choses comme ça, où en fait, tu as des gens qui t'accaparent, qui te monopolisent, etc. Et j'ai l'impression que quand tu parles de closing, c'est aussi finalement mettre en place ton modèle AIDA, sortir l'elevator pitch que tu as déjà préparé, pour aussi sortir de ce genre de discussion et de passer à la personne suivante, entre guillemets. C'est ça. Il y a aussi cette notion de politesse. Il ne faut jamais prendre trop de temps à quelqu'un qui n'a pas de temps. Donc, plus vous serez court, plus vous serez poli. Plus vous serez poli, plus la personne voudra vous voir. Ou signifiera, en tout cas, reconnaîtra que vous respectez son temps et son indisponibilité et vous accordera un temps plus tard. Donc ça, c'est important sur le format court. Ne cherchez pas à le retenir. Ne lui tenez pas la main, ne lui tenez pas la manche, laissez-le partir, soyez bref, concis, voilà. Et la personne vous accordera le temps qu'il faudra si nécessaire. Ok, très clair. Et du coup, quand est-ce qu'on utilise cet elevator pitch? Donc tu nous as d'ailleurs donné l'étymologie tout à l'heure en disant voilà, en anglais, elevator c'est quoi? C'est un ascenseur, donc c'est un truc qui doit durer le temps d'un ascenseur, donc c'est 30 secondes. Dans le thème du webinaire, on parle de pitch, d'elevator pitch en 1 minute, 3 minutes et 10 minutes. Et déjà, pourquoi on a ces 3 distinctions différentes et quand est-ce que finalement on utilise ces elevator pitch différents? Si vous êtes dans un aéroport et vous croisez quelqu'un qui doit prendre son avion dans 2 minutes, vous avez 30 secondes. Si vous dînez en one-to-one avec une personne ou 2 personnes, vous aurez 2 heures. Donc l'idée, c'est d'accorder et d'adapter le temps de votre pitch au temps que vous accorde la situation. Voilà, ça c'est très important. Et puis c'était quoi après la deuxième question? Quand utiliser? Quand l'utiliser. Alors ça, 24 heures sur 24. Ok. 12 mois sur 12. Personnellement, j'ai pitché des prospects les pieds dans l'eau au bord de la plage.
Vous pouvez pitcher un prospect dans une boîte de nuit, dans un train, dans un avion, absolument n'importe où, dans un dîner. Moi, personnellement, je considère l'élévateur pitch comme un outil type Opinel dans une poche. En fait, je le sors à chaque fois que j'ai potentiellement un prospect en face de moi. Donc, bien évidemment, on n'est jamais préparé. C'est pour ça que l'élévateur pitch doit être bien travaillé et appris par cœur, mais je préfère dire compris par cœur, par vous et par vos collaborateurs. Et qu'il soit partagé, que tout le monde soit d'accord, pour que vous puissiez le sortir, si vous en avez deux, trois déclinaisons en fonction des profils, que vous puissiez très vite sortir cet élévateur pitch en fonction de la situation. Donc je dirais, on peut pitcher des personnes 10 fois par jour, que vous soyez au boulot, chez vous, chez des amis. Alors moi je suis avocat, je suis en train de regarder cette vidéo, ce webinaire, ce podcast, peu importe comment ça va être décliné. Je suis en train de dire ok, Denis Moulard il est sympa, je comprends bien l'intérêt, j'ai compris que maintenant c'était une manière de pitcher de façon étonnante, de façon impactante, pour attirer l'attention en fonction finalement du temps qu'il mettait en partie et de l'évaluation de ce temps que j'avais pu réaliser. Je vais sortir ce pitch, mais concrètement moi je suis avocat, j'ai pas de pitch, comment je fais pour le mettre en place? Bon, déjà il faut être convaincu d'en avoir besoin. Ok. Ça, c'est la première chose. Et si vous en avez besoin, c'est un vrai travail. Ça ne s'improvise pas. C'est un travail d'écriture. C'est un travail de structure. C'est un travail d'équipe si vous êtes plusieurs. Si vous êtes un cabinet, il faut pouvoir se réunir, voilà, brainstormer. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Quelles sont nos pratiques? Quelles sont nos méthodes? Pourquoi un client devrait plutôt nous voir plutôt que d'aller voir le concurrent? Donc c'est une vraie méthode, c'est un vrai travail, donc c'est une vraie méthode d'écriture et où les phrases, le tempo, le rythme et le vocabulaire, le choix des mots est très important. Il faut savoir aussi écrire le scénario. Il faut que ce pitch, comme un trailer de film ou un teaser de bande-annonce, vous donne envie de le raconter ou bien sûr de le raconter et qu'il soit bien entendu et écouté par les personnes. Donc c'est un vrai travail, qui est un bon travail d'équipe aussi. Moi je l'ai fait avec des commerciaux, je l'ai fait avec mes associés. Enfin bon, on a même d'ailleurs fait travailler une agence de communication là-dessus. Pour pitcher nos solutions, parce qu'on est quand même dans des domaines assez techniques qui ne parlent pas trop du tout aux avocats. Donc voilà, mais vous pouvez aussi, si vous êtes tout seul, collaborateur, et vous voulez pitcher votre clientèle perso, il faut se poser, écrire les idées sur le papier, on va dire les organiser, les structurer, et puis derrière écrire en fait ce pitch qui, encore une fois, ne doit pas dépasser 30 secondes. Très clair. Il y a un truc que tu dis qui je trouve ultra pertinent, c'est qu'en gros tu dis en fait voilà, pour pouvoir créer ce pitch, donc c'est bien sûr un travail d'écriture, mais tu dis des choses qui sont ultra intéressantes, qui est qu'en fait c'est pourquoi vous choisir vous plutôt qu'un autre, qu'est-ce que vous faites concrètement, quels sont vos avantages concurrentiels par rapport aux autres, ce qui signifie qu'en fait si tu arrives à créer cet elevator pitch, ça veut dire que tu maîtrises et que tu comprends ton activité par rapport à l'activité d'un tiers. Ouais, absolument. Et donc nous on l'utilise aussi de cette manière-là, plutôt que de partir entre guillemets à écrire un elevator pitch, si on arrive à écrire on prend l'autre sens, si on arrive à écrire cet elevator pitch, c'est qu'en réalité on est en maîtrise de notre activité et qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, quelle est notre mission et comment on va y aller. Je ne sais pas si tu l'envisages de cette manière-là aussi. Oui, complètement. En fait, si votre elevator pitch marche, il va falloir argumenter derrière. Si ça ouvre une discussion dans un train pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut être sérieusement solide sur les fondamentaux de son activité, de ses compétences et du cabinet pour pouvoir raconter une histoire. Parce qu'on passe d'un récit court, d'un teaser ou trailer, à un film, à un récit qui peut durer 1 heure. Donc c'est pour ça que la base même, la matière en fait, d'un elevator pitch, c'est tout simplement une contraction d'un récit beaucoup plus long, en fait. Et pour cette raison, il faut avoir compris qui vous êtes, ce que vous faites, en quoi vous êtes différent, pourquoi vous êtes bon, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière, c'est essentiel. Et derrière, il ne faut pas mettre un paquet de bullshit. Moi, j'entends énormément de cabinets d'avocats qui me disent « Ok, quels sont mes avantages concurrentiels? Je suis brillant, précis et technique. » Ça, c'est du bullshit. Et ça veut rien dire. Tous les avocats disent la même chose.
alors j'abuse un peu et je caricature quand je dis brillant, précis et technique, mais en tout cas disponible, réactif, à l'écoute de ses clients. Je l'entends tout le temps. Concrètement, ça ne veut rien dire à partir du moment où on n'est pas capable de mettre des actions concrètes derrière. Je vais rebondir sur ce mot bullshit. En fait, pour qu'un elevator pitch sur la forme puisse toucher votre interlocuteur, il faut qu'il soit authentique. Si vous ne croyez pas à ce que vous dites, ça va se voir. Je vais rappeler une petite stat, 67% de la communication est non verbale. Il y a ce que la personne entend, mais il y a ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent. Si vous ne croyez pas fondamentalement à ce que vous avancez, vous serez démasqué immédiatement. Ouais, mais c'est ultra important de pouvoir avoir ça en tête. Et il y a autre chose aussi que tu disais, c'est que finalement on peut l'utiliser à différents moments. Est-ce que l'elevator pitch peut être pertinent pour, par exemple, alors je vais réutiliser le même terme, mais en tout cas pour présenter une proposition lors d'un appel d'offres ou autre chose comme ça? Disons qu'en fait, les méthodologies de l'elevator pitch peuvent vous aider à faire de faire passer des messages percutants, en fait, impactants, courts. Comme disait Blaise Pascal, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas eu le temps de faire plus court. Les formules qui marchent, qui passent très bien dans une présentation, sont des formules qui ont été travaillées et qui ont été testées en fait sur le public. C'est exactement ce que font les artistes. Avant de se lancer dans un show, ils testent le spectacle au moins sur une audience privée ou un public test. Mais il faut le tester. Mais bien sûr, ces méthodes aide pour tout, en fait, pour vous, pour votre présentation, pour réussir à convaincre un propriétaire de vous louer l'appartement. Enfin, après, en fait, on se vend constamment. La vente est un métier que l'on fait comme on respire, en fait. On ne s'en rend pas compte tous les jours, mais on est tout le temps en train de se vendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a d'ailleurs des commerciaux qui sont innés, c'est les gens qui se vendent plutôt bien, et après derrière il faut pouvoir apprendre et améliorer ces techniques-là. L'elevator pitch, il est aussi pertinent pour un truc, je trouve, c'est pour ouvrir sur certains aspects de notre activité sur lesquels on a envie d'ouvrir. Oui. Concrètement, nous, quand je pitch à Nomiens, en fonction des personnes qui sont en face de moi, je vais rentrer dans le cœur de nos activités en parlant du conseil par exemple, et en parlant de la stratégie exécutive et opérationnelle, en décrivant ce que c'est de façon extrêmement rapide, en parlant de l'acquisition et du développement client, en expliquant ce qu'on fait de façon extrêmement rapide, et en parlant de l'organisation et de l'optimisation des process du cabinet d'avocats de façon extrêmement rapide. Et comme ça, je laisse à mon interlocuteur la possibilité de piocher à l'intérieur de ces trois et en fait derrière de resegmenter pour redévelopper a posteriori. Est-ce que ça, tu le conseilles? Est-ce que c'est une bonne chose selon toi ou pas? Oui, c'est la technique de l'entonnoir. Présenter une fresque de compétences, d'identifier les thèmes qui intéressent votre interlocuteur et creuser pour finalement atterrir sur un ou deux choix d'intérêt concernant vos prestations. Ça, il faut le faire. Attention, quand on fait ça, il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que vous pouvez noyer votre interlocuteur, donc il faut peut-être réduire le nombre de choix à chaque fois, et puis l'exposer calmement. Je lisais l'autre jour dans un article, c'est pas parce que vous avez 30 secondes quand vous faites un elevator pitch qu'il faut parler très vite. Au contraire, quand on fait un elevator pitch, il faut parler doucement avec très peu de mots, mais où effectivement les choix. Donc voilà, il faut pas trop en faire, parce que ça peut être totalement contre-productif. Très clair. Et du coup, pourquoi c'est pertinent pour un cabinet d'avocats? Parce que finalement, on parle de l'elevator pitch de façon générale. Bien sûr, on introduit les avocats à l'intérieur, etc. Nous, on a pas mal de cabinets qui nous contactent pour ce genre de choses, notamment pour l'organisation de salons, pour l'organisation d'événements, comment est-ce qu'on doit se comporter, avec qui on doit parler, comment est-ce qu'on arrive finalement à présenter son activité, présenter le cabinet et la pertinence de l'avocat pour le potentiel client, pour le potentiel prospect. Pourquoi c'est pertinent pour un cabinet? Alors, je dirais la première chose peut-être, comme ça au hasard, c'est très pertinent pour un cabinet pour recruter par exemple. On sait les difficultés qu'ont les entreprises, notamment les cabinets d'avocats, pour recruter de très bons collaborateurs. Savoir pitcher son cabinet, c'est de donner envie à un collaborateur de venir vous rejoindre. C'est pitcher pour demander pareil à un associé de vous rejoindre, qui a une pratique particulière et que vous aimeriez ajouter à votre catalogue de prestations. C'est très utile de pitcher également pour un cabinet d'avocats pour tout simplement identifier des prospects et augmenter votre deal flow.
c'est important de pitcher un cabinet tout simplement aussi pour augmenter le nombre de dossiers ou le chiffre d'affaires que vous allez avoir. J'ai vu et j'ai croisé des cabinets d'avocats qui étaient présents dans des salons. Je ne sais pas si vous imaginez, mais dans un salon professionnel, quel qu'il soit, vous allez, en tant qu'individu, croiser ou parler ou pitcher à peu près entre 80 et 100 personnes par jour. Vous imaginez que là, on est dans une démarche presque industrielle du pitching, où en fait, il faut identifier très vite qui sont les personnes qui réagissent à votre pitch. Okay, d'ailleurs, vous allez le voir, hein, si votre pitch est bien fait, si le scénario d'écriture est bien fait, s'il y a du drame, s'il y a de la surprise, s'il y a de la désirabilité, du désir, vous allez voir que la personne va réagir en face. Donc, oui, c'est vraiment c'est très important pour se présenter, se résumer, mais surtout pour augmenter votre chiffre d'affaires. Je suis assez d'accord. Il y a peut-être des avocats qui se disent en regardant ce webinaire que finalement, eux, c'est compliqué pour eux parce que c'est pas très sexy de vendre une activité, ou en tout cas c'est toujours pareil, je fais du droit social comme 5000 autres avocats. Comment toi tu pourrais leur donner un conseil pour finalement débloquer ça et qu'ils puissent vraiment s'y mettre Déjà, être convaincu qu'on a une valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose, parce que si vous n'avez pas cette flamme, eh bien, ça va être difficile de raconter une histoire. Si vous êtes convaincu de votre valeur ajoutée, de la pertinence, de la spécialisation, de la spécialité que vous avez, vous allez avoir cette générosité de vouloir aider votre client. Cette générosité, elle doit passer par une histoire à raconter. Moi, je dis souvent que, quel que soit l'âge de votre interlocuteur, il faut toujours s'adresser à l'enfant qui est à l'intérieur, un peu comme dans la pub Evian. Voilà. C'est donner, en fait, l'envie à la personne de vous écouter. Donc, pitcher, c'est avant tout se raconter. Voilà. Raconter son cabinet, on a tous une histoire à raconter et chaque cabinet peut avoir et doit avoir sa propre histoire. À la fois l'histoire du cabinet, mais même l'histoire de moi, avocat, collaborateur ou associé. Je dois pouvoir aussi raconter ma propre histoire. Voilà, comme on le fait et on l'entend dans tes podcasts. Voilà, les gens adorent raconter ces histoires si bien sûr elles sont intéressantes et croustillantes. Très clair. Donc finalement, en résumé de cette écoute, à quoi sert l'elevator pitch finalement ? C'est la capacité de se présenter, de présenter son activité, ses avantages concurrentiels de façon extrêmement courte. Pourquoi on fait ça ? Pour pouvoir finalement susciter l'intérêt, l'étonnement auprès de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. On l'adapte par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face de nous, soit un interlocuteur technique, dans ce cas-là on parle le même langage que lui, soit un interlocuteur profane, dans ce cas-là on vulgarise et on se met à son niveau pour pouvoir être audible, soit des interlocuteurs multiples, et donc dans ce cas-là on trouve le bon niveau de vocable pour pouvoir être compris par tous. Quand est-ce qu'on l'utilise ? On va l'utiliser dans différents événements, que ce soit des événements de la vie quotidienne, tu expliquais que tu avais déjà pitché à la plage ou dans le métro ou n'importe où, des événements professionnels, dans des salons où on pitch entre 80 et 100 personnes, à différents endroits de la vie quotidienne où finalement on va pouvoir rencontrer des clients, des potentiels candidats et derrière des prospects. Et la dernière chose, c'est pourquoi c'est important pour un cabinet d'avocats. Tu l'as pas dit en ces termes, mais je sais que tu penses en ces termes, parce que vous êtes des putains de chefs d'entreprise et que derrière, en réalité, comme tout chef d'entreprise, il faut savoir communiquer, présenter son activité et savoir pourquoi on vous choisirait plutôt qu'un autre avocat. Est-ce que j'ai bien résumé tes propos ? C'est exactement ça. Je vous remercie pour votre écoute, c'était très sympa. J'espère que le format vous a plu, c'est la première fois qu'on fait comme ça. En transparence, on a des difficultés pour savoir qui regarder, comment regarder, puisqu'on a une caméra au-dessus de vous, on a une caméra ici, on a un micro là et Denis qui est juste à côté. Donc je sais pas si tu as galéré, mais en tout cas moi j'ai galéré. Et j'espère que c'était pertinent pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à contacter Denis ou à me contacter directement. Pour l'adresse d'Anomia, c'est contact@anomia.fr. Et derrière, on reste à votre disposition. Bonne soirée à tous. Merci.